Allez. Salut, nous sommes ici au tristement célèbre Auschwitz, camp d'extermination qui se trouve en Pologne. Lors de la Seconde Guerre mondiale, cet endroit était le lieu le plus important pour les nazis, qui était la solution à un problème juif. L'extermination juive pour être plus radicale. Ça fait déjà 10 secondes que je parle et je pense que YouTube n'aime déjà pas ce que je raconte. Si vous êtes allé à l'école jusqu'en 3e et que vous avez étudié la Seconde Guerre mondiale au programme d'histoire, vous devez savoir à quel point lors de la Seconde Guerre mondiale, les juifs étaient persécutés et haïs dû à de la propagande et aux stéréotypes complètement antisémites. On n'en parlera jamais vraiment assez, mais c'est vraiment atroce ce qui s'est passé ici. Ouais, vous savez, quand je suis arrivé au camp, j'avais 15 ans. J'avais un blanc dans la tête en disant je peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne. Mais c'était une idée fixe. C'est vraiment une partie très sombre de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, l'humain, quand on regarde son histoire, on remarque qu'elle a été transformée et alimentée par toutes sortes de guerres, de massacres. D'ailleurs, le temps est idéal pour un lieu comme ça, je pense. Il commence même à pleuvoir. Mais du coup, pourquoi l'homme est capable de choses aussi atroces et est-ce que l'homme est une espèce de nature cruelle ? Déjà, on va commencer par définir le terme nature. Ensemble de caractères innés de l'espèce. Donc, ce qui veut dire que si on remonte à nos ancêtres, donc d'Homo sapiens même encore plus loin, on trouverait des gènes de cette cruauté qui seraient capables du coup de sadisme et de vengeance même. Ce qui est aussi bizarre parce que l'être humain est la créature la plus sociable et la plus empathique de cette terre. C'est pour ça qu'on va essayer de remonter la trace jusqu'à nos ancêtres. Bon, comme vous l'avez vu, il a plu un peu beaucoup lors du tournage, du coup je suis rentré à la maison et je fais ça posément, tranquillement. Du coup, on va explorer la première possibilité qui est nomade à sédentaire. Il y a quelques millions d'années, l'homme était chasseur-cueilleur, donc comme son nom l'indique, il chassait et il cueillait. Il menait une vie nomade et on peut imaginer souvent que nos ancêtres étaient des barbares prêts à tuer ses confrères pour survivre. Si c'était le cas et que cela confirmait pourquoi nous sommes aussi cruels, la vidéo serait déjà finie, mais non, quasiment aucune blessure due à des outils ou à autres ustensiles d'hommes préhistoriques n'étaient retrouvés sur les ossements de ces derniers. On pense donc que les hommes préhistoriques n'allaient que très rarement embêter leurs congénères des tribus voisines. Ils essayaient même de s'éviter, et dans les cas où on peut retrouver des traces de combat, on pense que c'est vraiment en cas de nécessité où ils avaient besoin de se nourrir ou qu'il y avait un sérieux problème. Par contre, si on avance encore un peu sur l'échelle de l'évolution, on arrive au moment où les humains se sédentarisent, on peut retrouver des traces de violence sur les ossements. Alors pourquoi avec cette sédentarisation, il est commencé à avoir des traces de violence ? Réfléchissez un peu. En étant chasseur-cueilleur, on évite le conflit, pas envie d'embêter les autres et c'est le cadet de nos soucis, on veut survivre. Si on se sédentarise, on a un territoire, on a une appartenance, on a un lieu qui nous appartient. On a un attachement à cet endroit, on a tout ce qui nous fait vivre ici. Donc forcément, s'il y a des tribus voisines qui arrivent et qui commencent à fouiller un peu, ils vont essayer de se défendre et même de les repousser. Ça crée un attachement à tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait. Et on n'a pas envie de perdre tout ça. On peut prendre aussi l'exemple des loups qui ont effrayé les populations pendant des centaines et des centaines d'années. Mais en soi, un loup, il n'attaque que pour se défendre sa meute, ou si vous êtes sur leur territoire. Ça reviendrait juste à de la légitime défense, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, on vit complètement avec la propriété, notion de propriété. Par exemple, ce micro, je l'ai acheté, il est à moi. Cette caméra, je l'ai achetée, elle est à moi. Ce sont ces mêmes propriétés qui créent aussi les libertés individuelles. Regardez bien le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. C'est le port d'armes. Et il est justifié par la notion de défendre sa propriété majoritairement. C'est pour vous dire à quel point cette notion de propriété liée à cette sédentarisation est vraiment ancrée et indissociable de chaque être humain qu'on est. Le pouvoir. Maintenant, vous devez sûrement voir où est-ce que je veux en venir. Prenons l'exemple de l'Empire romain qui était autrefois. L'Empire romain cherchait à s'étendre, à posséder, à régner. Tous les pays conquis étaient la propriété de l'Empire romain, dans un sens. À part un petit village en Gaule qui résiste toujours et encore à l'envahisseur. Et celui qui est à la tête de l'Empire romain, donc l'un des plus grands qui existait sur cette planète, tout tourne autour de l'empereur, tout leur appartient, c'est à eux en fait. César est partout chez lui. Hormis le terme propriété, c'est un terme vraiment plus large que j'essaie d'utiliser. Le pouvoir peut être un facteur très important. Plus on a de pouvoir, plus on peut agir, plus on peut posséder, plus on peut commander. Et en soi, qui n'aurait pas envie d'avoir du pouvoir ? Avoir du pouvoir, ça veut dire monter dans la hiérarchie, vivre mieux et posséder plein de choses. Bien que ce soit dans un sens un peu malsain, avoir énormément de pouvoir, ça a bien plus d'avantages que de n'être rien en fait. Sélection naturelle. Si on prend un groupe de personnes, les uns sont remplis de bonté, vraiment adorables. Les autres, ils sont dans la moyenne. Mais les derniers, c'est des démons, ils sont horribles, c'est vraiment méchant. Genre t'as pas envie de leur dire bonjour. Genre des Parisiens quoi. On donne le choix à ces personnes de tendre un piège à une personne aléatoire et de récupérer tout ce qu'ils ont sur eux. Donc ça peut être leur argent, leurs vêtements et leurs bijoux. Des personnes bonnes ne vont pas se tendre de piège et donc ils ne vont rien y gagner, mais c'est une preuve d'empathie. Si c'est un bon contre un mauvais,
le mauvais va tendre un piège au bon et le bon ne va rien faire. Donc forcément, le mauvais part gagnant de tout ça et est même récompensé. Tandis que le bon, il s'est fait avoir. Un bon vs un moyen, le moyen, il a une chance sur deux, on va dire, de piéger. Et puis les deux mauvais qui se tendent un piège, eh bien, en soi, personne ne gagne, mais il n'y a pas de perdant non plus. Si on compare cette expérience à la sélection naturelle, alors les personnes qui trahissent, sont cupides et mauvais ont plus de chances de survie, car par leurs actions mauvaises, ils sont récompensés et ont donc plus de chances de survie, et donc les poussent à encore faire plus. Les principes peuvent très bien être enrayés par l'empathie qui entre en jeu, les religions ou la morale, et puis surtout les lois. Donc ce que je dis là, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est une possibilité comme une autre. Une personne chrétienne, par exemple, essaiera de mener une vie sainte, tandis qu'un nazi, bon, c'est pas trop ça qui l'intéresse, quoi. Pour résumer, la transition de nomade à sédentaire crée un sentiment d'appartenance matérielle et à un groupe, donc ce qui crée des différences et même une forme de racisme, on va pas se mentir. Bah oui, un humain a besoin de complicité et de se sentir appartenir à un groupe. La tentation de pouvoir pour avoir toujours plus, contrôler et être toujours plus à l'aise en fait, ainsi que les comportements immoraux de la sélection naturelle qui poussent toujours plus à, en soi, être mauvais. Car on a plus de chances de survie en faisant le mal qu'en faisant le bien. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses qui contredisent ce que je dis, mais ce sont des pistes qu'on peut envisager. Tout ça, de toute façon, c'est un sujet très complexe. On ne pourra jamais dire avec certitude que c'est parce que ça, c'est parce que si. Mais j'espère que je vous ai un peu éclairé sur cette question. Et puis, même moi, j'étais très intéressé de savoir pourquoi l'être humain est capable de faire tout ça. L'être humain est un être fascinant pour le meilleur et pour le pire, forcément. Et comme le yin et le yang, on ne peut pas être complètement bon. Il y a aussi une partie d'ombre en nous. C'est un équilibre juste, mais parfois, l'autre peut prendre le dessus. Que ce soit du bon ou du mauvais, il faut que les deux coexistent.